Le théâtre me ravissait avec ses représentations pleines des images de mes misères, aliments du feu qui me dévorait. Comment se fait-il qu'au théâtre l'homme veuille souffrir au spectacle de faits douloureux et tragiques dont il ne voudrait pourtant nullement pâtir lui-même? Et pourtant, il veut pâtir de la souffrance qu'il en retire comme spectateur, et c'est la souffrance même qui fait sa volupté. N'est-ce pas là étonnante insanité? Car chacun est d'autant plus ému qu'il est, au regard de telle passion, moins sain. Assurément, selon le langage ordinaire, on parle quand on pâtit soi-même de misère, et quand on pâtit avec d'autres de miséricorde. Mais s'agissant de fiction théâtrale, quelle est donc cette compassion? Ce n'est pas à porter secours qu'est appelé le spectateur, c'est seulement à souffrir qu'il est invité. Et l'auteur de ces fictions imaginatives jouit d'autant plus de sa faveur qu'il le fait souffrir davantage. Ces malheurs, tirés de l'Antiquité ou de la fiction pure, sont-ils traités sans que le spectateur en souffre? Celui-ci quitte sa place. Il est dégoûté, il critique. Mais qu'il en souffre, il reste là, attentif et réjoui. Ce que nous aimons, ce sont donc les larmes et les douleurs. Quoi d'étonnant, infortuné brebis égaré loin de ton troupeau, rebelle à ta tutelle, une honteuse gale me souillait. De là mes amours pour les souffrances, non pas pour celles qui pouvaient entrer trop profondément en moi, car je n'aimais pas en subir de semblables à celles que j'aimais regarder, mais pour les souffrances racontées et fictives, qui pouvaient en quelque sorte m'égratigner à fleur d'âme. Et pourtant, tout comme les ongles quand on se gratte, elle engendrait tumeur enflammée, abcès, repoussante sanie. Vivre ainsi, était-ce vivre, ô mon Dieu? Tout mort qu'il est, Thésée est présente à vos yeux. Toujours de son amour, votre âme est embrasée. Oui, prince, je languis, je brûle pour Thésée. Il avait votre port, vos yeux, votre langage, cette noble pudeur colorait son visage lorsque de notre crête il traversa les flots, digne sujet des vœux des filles de Minos. Que faisiez-vous alors? Pourquoi, sans Hippolyte, des héros de la Grèce assembla-t-il l'élite? Pourquoi, trop jeune encore, ne pûtes-vous alors entrer dans le vaisseau qui le mit sur nos bords? Par vous aurait péri le monstre de la Crète, malgré tous ses détours de sa vaste retraite. Pour en développer l'embarras incertain, ma sœur du fil fatal eût armé votre main, mais non. Dans ce dessein, je l'aurais devancé. L'amour m'en eût d'abord inspiré la pensée. C'est moi, prince, c'est moi, dont l'utile secours vous eût du labyrinthe enseigné les détours. Qu'est-ce que j'entends? Madame, oubliez-vous que Thésée est mon père et qu'il est votre époux? Et sur quoi jugez-vous que j'en perds la mémoire, prince? Aurais-je perdu tous les soins de ma gloire? Madame, pardonnez. J'avoue en rougissant que j'accusais à tort un discours innocent. Ma honte ne peut plus soutenir votre vue, et je vais... Ah, cruel! Tu m'as trop entendu. Je t'en ai dit assez pour te tirer d'erreur, et bien connais donc Phèdre et toute sa fureur. J'aime. Ne pense pas qu'au moment que je t'aime, innocente à mes yeux, je m'approuve moi-même, ni que du fol amour qui trouble ma raison, ma lâche complaisance et nourrit le poison. C'est peu de t'avoir fui, cruel. Je t'ai chassé, j'ai voulu te paraître odieuse, inhumaine. Pour mieux te résister, j'ai recherché ta haine. Laurent Thirouin, le texte de Saint-Augustin qu'on a entendu avant d'écouter l'extrait de Phèdre, donc tiré des Confessions, qui est un texte qui condamne le théâtre, qui est magnifique, qui a été magnifiquement interprété d'ailleurs par Marianne Bassler, qui compare la souffrance ressentie au théâtre, souffrance mortifère et nécessaire en même temps au plaisir que nous prenons à regarder une pièce, à une sorte de tumeur enflammée, un abcès, une repoussante sanie qui détourne l'homme de la vie vertueuse, de la vie selon Dieu, permet de prendre la mesure de l'influence augustinienne déjà chez Racine, puisque l'extrait de Phèdre que l'on a entendu est exactement dans cette lignée-là. Phèdre souffre d'être corrompue dans sa passion, puisqu'elle aime un homme qu'elle ne doit pas
aimés, mais elle en faisant la confession, elle confesse également sa propre corruption, ce qui rend d'autant plus compliqué là, la polémique entre Racine et Port-Royal. Et peut-être juste pour revenir sur une idée que j'avais évoquée en début d'émission, on a l'impression ici que si Racine s'en prend à Port-Royal, c'est beaucoup plus par exercice de style en fait, c'est pour essayer de briller de manière polémique, plus que sur un désaccord de fond. Qu'en pensez-vous? Oui. On en aura la preuve au fil de sa carrière. Hein. D'abord, Phèdre est probablement une pièce qui a plu à ses maîtres de Port-Royal. On a tout lieu de penser qu'Arnaud, le grand Arnaud, l'a considéré avec une certaine faveur. En tout cas, après Phèdre, Racine arrête avec le théâtre et se réconcilie, alors bel et bien avec Port-Royal, jusqu'à d'ailleurs, et ça ce qui est tout à son honneur, parce que tout n'est pas humainement très, très glorieux dans la carrière de Racine, qui s'est comporté, surtout quand il était jeune, comme un arriviste, prêt à marcher sur tous ses amis, que ça soit Molière, que ça soit Nicole, que ça soit ses maîtresses. Mais ce qui est plus glorieux dans sa vie, c'est qu'à la fin, il a pris la défense de Port-Royal, alors que lui-même, Racine, était un proche de Louis XIV, et il a osé être un des rares avocats de Port-Royal au moment où les choses tournaient très très mal pour Port-Royal. Louis XIV qui voulait avoir la peau de Port-Royal. Et qu'il a eu. Qu'il a eu, qui a détruit l'abbaye. Mais rappelons que Racine est l'auteur d'un abrégé de l'histoire de Port-Royal, qui est un texte trop peu lu, qui est un texte grandiose, et qui fait vivre Port-Royal, qui fait vivre certains épisodes de Port-Royal d'une façon qui n'a pas d'équivalent dans la littérature autour de Port-Royal. Voilà. Et il y a un autre texte aussi de Racine qu'on n'a pas évoqué, alors qui est un texte du retour au théâtre, qui est Esther. Je suis frappé comme Esther peut se lire de façon très très fermement augustinienne comme pièce. Et ce qui est d'ailleurs assez amusant, c'est que dans l'histoire critique de Racine, un des grands artisans de la mise en rapport de Racine et Port-Royal, c'est Goldman. Lucien Goldman, Le Dieu caché, texte très, très intéressant, très suggestif, pas toujours très très juste, en tout cas un texte qui aujourd'hui a mauvaise presse, un texte qui est considéré comme une espèce de faute de lecture. En tout cas, il fait penser, ce texte. Et pour Goldman, c'était Phèdre, c'était Britannicus, là c'était des pièces de la vision tragique de Racine, alors que les pièces d'Esther et d'Athalie étaient des pièces qui étaient complètement en dehors de Port-Royal. Or, ce qui me frappe dans Esther, sans reprendre toute l'histoire d'Esther, mais la conversion d'Assuérus, le moment où Assuérus est charmé par Esther, c'est le moment où la grâce montre son efficacité. Et c'est pas simplement un délire de littéraire qui interprète les textes comme ça l'arrange, c'est très exactement un exemple que prenait saint Augustin pour montrer l'efficacité de la grâce. Il présente la manière dont la belle Esther, qui passait pour être une des plus belles femmes du monde, une des 4 plus belles femmes du monde, avait charmé le roi Assuérus, le transformant d'un seul coup. Et cette transformation brutale, complète, c'est ce que fait la grâce, mais qui opère par charme. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'on est souvent amené, quand on parle de l'empreinte augustinienne, on est souvent amené à tenir des discours assez terrifiant, à parler de la chute de l'homme, à parler de la puissance du péché sur lui, du péché originel. Alors évidemment, on ne l'invente pas, c'est dans saint Augustin, mais c'est peut-être pas le cœur des choses. Si j'avais à résumer, vraiment en quelques mots, pour quelqu'un qui ne sait rien d'Augustin, dire qu'est-ce qui fait le point nodal, le point crucial de la pensée d'Augustin, je dirais que c'est la puissance du désir en nous. La pensée d'Augustin est une pensée du désir. Ce qui est augustinien dans la philosophie au XVIIe siècle, c'est la conviction que le désir est plus fort que la raison, que l'homme est un être désirant, et que dans la mesure où c'est un être désirant, alors il est prisonnier de son désir, mais il peut être aussi aidé par son désir. Si son désir est bien tourné, si son désir est converti, si son désir bénéficie d'une grâce, son désir est un moteur positif. Saint Augustin n'est pas ce personnage sinistre qu'on a tendance à en faire quand on
quand on caricature un peu ses pensées. Alors, je lis souvent le pessimisme augustinien. Moi, je vois beaucoup d'optimisme augustinien aussi, de jubilation augustinienne devant la capacité d'amour de l'homme. Mais alors, il est d'autant plus surprenant de le voir condamner à ce point le théâtre, puisqu'on pourrait très bien imaginer que cette force, oui. cette puissance du théâtre qui met l'homme face à son désir, à son plaisir de souffrir même, puisse être mis au service d'ailleurs de Je suis entièrement d'accord avec vous. Et c'est un point qui me trouble un peu dans cette polémique, d'autant qu'on a un merveilleux exemple, alors qui n'est jamais évoqué ni par Nicole, ni par Conti, ni par Bossuet, ni par tous ces gens-là, c'est l'exemple de la pièce de Rotrou, le véritable Saint-Genet, qui montre un comédien se convertissant au christianisme alors qu'il joue le rôle de Saint-Genet. Oui, parce qu'on peut voir dans le comédien une métaphore de la condition humaine, qui doit jouer des rôles pour être, pour vivre, et qui sait très bien que ce n'est peut-être pas le fond de l'affaire, mais qu'il n'a pas le choix. Je me dis, il y a une sorte de problème logique dans cette polémique antithéâtrale, il y a un argument qui est essentiel, très présent, qui sera repris d'ailleurs par Rousseau au XVIIIe siècle, qui est l'idée d'une sorte de conformisme structurel du théâtre. Le théâtre ne peut jamais améliorer un public parce qu'il donne au public ce que le public veut. Donc comme si le théâtre était passif devant les attentes, devant une sorte de convenance à laquelle il cédait. Donc comme si le théâtre installait un public dans des convictions dommageables qui sont les siennes. Donc s'il en était ainsi, le théâtre, ma foi, serait purement pléonastique. En quoi le théâtre pourrait-il faire du mal? Qui contamine qui? À lire Nicole, on a parfois l'impression que c'est le public qui contamine le théâtre, plutôt que le théâtre qui contamine le public. Et, en même temps, pour montrer la perversité du théâtre, ils sont amenés à mettre en évidence une efficacité de la parole théâtrale, de la représentation théâtrale. Et donc à bien dire qu'il y a du dégât fait par la représentation, ce public, qui a une véritable efficace du théâtre. Alors pourquoi cette efficace ne marcherait que dans un sens? Ne peut-on pas imaginer qu'en agissant sur la représentation, en agissant sur la vue, en agissant sur le corps, on puisse convertir? Par exemple, Nicole dit que les comédies donnent le langage des passions et qu'elles permettent, par exemple, à des gens qui n'auraient pas ce langage de donner cours à des passions qu'ils ne seraient pas capables de développer en eux, comme s'il leur manquait la capacité d'exprimer ces passions. Donc la comédie leur donne un langage, et le langage permet à quelque chose de latent en eux de prendre toute sa puissance, toute sa virulence. Ouais. On peut même voir dans la comédie le meilleur détour pour l'homme, pour se penser lui-même, parce que je renvoie au texte de Nicole qu'on lisait lundi dernier sur donc ce vain fantôme qu'est l'homme à lui-même, puisqu'il ne peut pas se voir à la fois à l'extérieur de lui et à l'intérieur de lui. Le comédien incarnerait l'homme dans sa situation, qu'elle soit pessimiste, optimiste, miséreuse ou grandiose, et donc du coup serait peut-être un moyen assez commode pour l'homme de réfléchir sur lui-même. Voilà. Et en ce sens, ce serait du coup incondamnable. Tout à fait. Et un autre argument qu'on pourrait ajouter est un argument pascalien, alors qui joue contre ces principes antithéâtraux, c'est celui qu'on trouve dans le texte qu'on connaît comme le Paris, et que Pascal, semble-t-il, intitulait le discours de la machine, et qui termine de cette manière qui a choqué des générations, prenez de l'eau bénite, agenouillez-vous, abêtissez-vous, c'est-à-dire jouez sur votre corps. Commencez par imposer à votre extérieur quelque chose qui risque après de passer dans votre cœur. C'est en priant que vous allez peut-être devenir croyant. Voilà, c'est en priant c'est en vous agenouillant que vous serez peut-être frappé par une transcendance, devenir conscient d'une transcendance. Donc, Pascal est un penseur du corps aussi. Et il y a ça dans l'augustinisme. Les augustiniens sont des gens qui n'acceptent pas l'angélisme. La formule est très célèbre, elle est d'ailleurs reprise par Pascal à Montaigne, qui veut faire l'ange fait la bête. Donc, faire l'ange, c'est s'imaginer que les idées l'emportent sur nous. Et donc, quand on fait l'ange, on manque tout. Accepter la puissance du théâtre sur le corps, éventuellement convertir par le théâtre, serait une possibilité
tout à fait compatible avec l'anthropologie de Pascal. Elle n'a absolument pas été envisagée à Port-Royal.